Merci de cette invitation. Merci de m'accueillir au colloque. Merci de cette présentation trop longue. Commençons immédiatement pour parler de transdisciplinarité. La transdisciplinarité, à mon avis, la transdisciplinarité est évanescente. Elle est difficile à capter, difficile à situer. Elle veut aller au-delà des disciplines ou par-delà les disciplines. La transdisciplinarité est un moyen d'accéder au savoir, mais en marge des disciplines. Et de ce fait, parce qu'elle circule en marge, elle est parfois condamnée à la marginalité. Et cette marginalisation de la transdisciplinarité peut être tournée à notre profit, à notre avantage. Mais il faut toujours garder en tête cette nécessité de définir, de bien comprendre ce qu'est la transdisciplinarité, parce qu'elle devient un guide pour accéder à de nouveaux domaines de savoir, pas de nouvelles disciplines, puisque, par définition, la transdisciplinarité n'est pas une discipline, elle est, je pourrais dire, une antidiscipline. Mais en même temps, elle nous permet d'avancer à travers les disciplines. Et le but premier, ce n'est pas de complexifier les savoirs ou de complexifier le réel. Il faut éviter le jargon quand on fait de la transdisciplinarité. Tout le savoir est déjà là. Il suffit de le remonter, de le réagencer, de le réorganiser en se débarrassant des cadres stricts des disciplines, des cadres administratifs, des cadres facultaires qui vont souvent limiter la réflexion transdisciplinaire. Alors, c'est un peu l'exergue que je voulais vous donner, vous lancer quelques idées inspirantes, je l'espère, avant d'entrer dans le vif du sujet. Donc, je vais parler de deux choses aujourd'hui, de transdisciplinarité, mais aussi d'intelligence artificielle. Et à travers tout cela, il y aura une réflexion pédagogique qui sera nécessaire, une réflexion épistémologique. Moi, je suis sociologue de formation, donc ce sera l'épistémologie sociale. Donc, essayer de comprendre le savoir, comment, how do you know things? Si tu sais quelque chose, d'où vient ce savoir, comment l'as-tu acquis, par où es-tu passé pour l'acquérir? Oui. Juste un peu plus fort. Oui, pour les haut-parleurs. Voilà, pardon. Alors, bonjour aux gens qui nous écoutent à travers les haut-parleurs. Donc, on va commencer, hein, on va commencer si on veut finir. Donc, j'ai voulu vous parler du sujet transdisciplinaire et je vous ai fait un petit plan. On ne parlera pas de tout cela. Et puis, je vois même qu'il y a des éléments qui n'ont pas leur place là, entre autres celui de la méritocratie. Justement, oui, alors c'est un résidu de l'autre communication, mais le plan est quand même bon. Je vais pouvoir le suivre et commencer par une citation du professeur Fernand Dumont, qui est un sociologue québécois que j'ai eu comme professeur, qui était mon maître quand j'ai fait mon doctorat. Donc, c'est lui qui m'a enseigné mon séminaire de doctorat, un séminaire qu'on faisait à la fin de la scolarité de doctorat en sociologie. On n'était que des étudiants de doctorat. Et donc, il avait écrit déjà beaucoup de livres. Et donc, dans un de ses livres, Fernand Dumont citait un autre sociologue, Le Maine. Et puis, donc, on va lire ensemble cette citation-là en insistant sur le passage que j'ai souligné pour montrer justement les résistances à la transdisciplinarité qui existent. C'est pour ça que j'ai choisi cette citation-là. C'est pour comprendre comment les résistances à l'interdisciplinarité et même à la transdisciplinarité existent dans les structures même des universités, des facultés. Et ce blocage-là est structurant. C'est par là qu'on commence à faire la réflexion universitaire ou sur le savoir, excepté qu'on est en même temps les personnes en place dans les structures universitaires, donc les structures du savoir et les structures du pouvoir, pour emprunter l'expression de Michel Foucault. Donc, cette réflexion-là, elle est faite pour justement faire en sorte que les personnes qui sont en place et qui détiennent le pouvoir, la possibilité de contrôler, d'approuver ou de rejeter, mais ces personnes-là deviennent en quelque sorte les gardiens de la discipline. Et en tant que gardiens de la discipline, ils doivent évidemment éviter toutes les dérives transdisciplinaires qui sont considérées comme étant de l'école buissonnière dans le meilleur des cas, mais dans le pire des cas,
de charlatanisme. Alors, on va lire ensemble donc la définition, j'allais dire, sa mise en situation remplacerait la citation. On va la lire quand même. Donc, la communauté scientifique, c'est un jugement qui est contenu là, hein? Donc, un jugement sévère mais nécessaire. La communauté scientifique est un lieu plein de bruit et de fureur, non seulement à cause de la compétition forcenée entre groupes et à l'intérieur des groupes ou à l'intérieur des laboratoires, non seulement en raison de la pression à publier vite, du vol scientifique, mais aussi du fait que le champ scientifique, pour un chercheur, le champ ici est au sens de Pierre Bourdieu quand il parle d'un champ, hein, c'est-à-dire un lieu virtuel, abstrait, de concurrence, de compétition et de chevauchement. Donc, à cause du fait que le champ scientifique, pour un chercheur, à un moment donné, maintenant, est un champ défini dans des cadres sociologiques, donc dans une société, dans un milieu, donc il est localisé, et que ce champ s'oppose à d'autres champs. Pensez aux disciplines. Si vous ne voyez pas le champ, pensez simplement à une discipline ou une faculté dans une université. Donc, ce champ s'oppose à d'autres champs qui peuvent avoir une moindre légitimité, donc moins de légitimité, non pas au regard de l'histoire achevée, mais de l'histoire vivante. Autrement dit, cette moindre légitimité, elle est subjective, puis en même temps, elle est injuste, injustifiée. Donc, non pas au regard de l'histoire achevée, mais de l'histoire vivante, moindre légitimité qui tient à la position de ceux qui ont, de fait, le pouvoir, de par leur prestige scientifique, leur place dans les différentes hiérarchies, donc par exemple un membre d'une académie, quelqu'un qui a reçu le prix X ou Y, le directeur d'un grand laboratoire, on pourrait ajouter à ça le doyen d'une faculté, directeur d'un département, vice-recteur d'une université, éditeur d'une revue scientifique où il faut absolument publier pour être lu, etc. Donc, leur appartenance à un foyer social fortement émetteur, si l'on peut utiliser cette image. Donc, ça, c'était la première phrase, imaginez, un demi-paragraphe. Deuxième phrase, cette observation, à savoir que n'importe quel habitant de la cité scientifique confirmera, est capitale et donc importante et fondamentale à deux égards. Elle fait ressortir la porosité de l'univers scientifique envers la commune culture et, plus encore, l'homologie de leur fonctionnement respectif. Fin de citation. Donc, sciences normales et sciences hypernormales, vous trouvez ça sur Internet si vous tapez le titre de l'article. Donc, cette citation est de Lemaine, mais c'est repris par Fernand Dumont dans un article qu'il a publié dans les années 1980 et qu'il a repris ensuite dans un livre qu'il a publié qui s'appelle « Le sort de la culture », qui a été réédité une fois ou deux. Et depuis sa mort en 1997, les presses de l'Université Laval ont réédité un coffret des œuvres complètes de Fernand Dumont en 5 tomes de 1000 pages chacun. Je vous recommande de les lire pendant l'été. Il y a un coffret, ce qui fait qu'on peut l'apporter à la plage, un beau boîtier. Non, je vais reparler de Fernand Dumont de toute façon. Mais alors, donc, je ne suis jamais satisfait des définitions que j'entends à propos de la transdisciplinarité. Donc, j'en propose ici 2 qui sont tout aussi insatisfaisantes, mais au moins, j'ai pu situer un certain nombre de choses. Donc, la transdisciplinarité touche toutes sortes de milieux, mais nous, on va nous restreindre au milieu universitaire. La transdisciplinarité traduit une approche qui est à la fois théorique et méthodologique. Donc, c'est une méthode de travail d'abord. Oui, par la suite, on parvient à des théories, mais d'abord, c'est une méthodologie, c'est une approche méthodologique. Cette approche, donc, ignore les barrières qui sont créées artificiellement et académiquement, et injustement, j'ajouterais, par les domaines d'études pour se fixer, d'abord et avant tout, sur un objet de recherche choisi et délimité. Donc, il faut quand même le délimiter. 10 minutes, d'accord. La transdisciplinarité, autre manière de concevoir la transdisciplinarité, elle instaure, perpétue des conditions de recherche différentes
enrichi des apports des autres disciplines, mais sans jugement, ni distinction, ni hiérarchie. Donc, ça fait écho à ce qu'on disait tout à l'heure. Il y a un livre sur la transdisciplinarité que j'aime beaucoup, qui contient plusieurs textes. C'est paru aux éditions Hermann à Paris il y a une douzaine d'années. Et un des auteurs a écrit cette définition que j'aimerais garder, que j'ai placée d'ailleurs dans le résumé. La transdisciplinarité constitue des concepts et les coordonne. Le mot coordonner est important, c'est-à-dire c'est un réagencement des idées et des concepts. Alors, c'est ce qui m'a plu dans cette définition-là, créant ainsi des objets scientifiques. Et la transdisciplinarité, de plus, définit des cadres théoriques neufs. C'est pour parvenir à cela qu'on fait de la transdisciplinarité et qu'on se débarrasse des limites créées par les disciplines. Donc, ça, c'est dans un des derniers chapitres du livre, un livre jaune là, sur la transdisciplinarité. Donc, la méthode transdisciplinaire, elle propose d'appréhender un phénomène ou un concept, mais sans s'enfermer dans une discipline donnée, en partant d'un problème à étudier. Ça, c'est la définition que moi, j'ai forgée pour comprendre qu'est-ce que c'est que la méthode transdisciplinaire. Contrairement à l'interdisciplinarité, donc avec un « i » au début, qui établit des correspondances entre deux disciplines, la transdisciplinarité évacue les cadres disciplinaires, par exemple les études sur le genre, études canadiennes qu'on fait beaucoup ici dans les universités, mais surtout ici, là-bas au Canada. Mais aussi l'éducation à la citoyenneté, les études environnementales. Louis Pasteur peut être considéré comme un pionnier de la transdisciplinarité, et ça, même s'il n'employait jamais ce terme. Donc, la réalité, l'approche transdisciplinaire existait avant Louis Pasteur. Comment fonctionne la transdisciplinarité? Eh bien, la transdisciplinarité, oui, véhicule en fait des connaissances. Il y a quand même un ensemble de disciplines qui sont convoquées, et puis peut-être que je fais, en faisant tout ça, peut-être que je fais de la sociologie ou de l'épistémologie sociale sans m'en apercevoir. Donc, on ne peut pas non plus nier l'apport des disciplines, ne serait-ce que dans notre formation à nous. Mais ça crée inévitablement des méthodologies hybrides, donc basées sur différents concepts, différents domaines de réflexion, différents auteurs. Mais aussi, ça crée aussi des théories qui sont combinées et toujours une préoccupation éthique. Et ça va revenir aussi dans mon texte. Quelques penseurs interdisciplinaires, je parlais à l'instant de Louis Pasteur, je pourrais ajouter Gaston Bachelard. Je ne sais pas si vous connaissez Gaston Bachelard, ses livres sur l'eau, 4 livres sur l'eau, les 4 éléments, c'est fondamental. Puis Bachelard se réfère autant à la philosophie, mais aussi à l'ésotérisme, à la littérature, la poésie, etc. Donc, c'est très riche comme réflexion, et là, on sent une totale liberté dans le travail, dans la réflexion. Georges Canguilhem, autre grand penseur de la transdisciplinarité, j'écris beaucoup sur lui. Canguilhem, qui était à la fois philosophe, sa thèse était en philosophie, mais qui était aussi médecin, et qui donc a eu une réflexion. Et lui aussi, les éditions Vrin ont réédité récemment les œuvres complètes de Georges Canguilhem, parce qu'on l'avait oublié depuis 30-40 ans. Georges Canguilhem est un homme assez conventionnel. Il n'avait pas le panache d'un Pierre Bourdieu ou d'un Michel Foucault. Alors Canguilhem, on l'a un peu oublié. Mais on a publié, on a réédité, on a mis ensemble là, tous ces textes. Le livre fondamental de Canguilhem, que j'en parle dans tous les cours que je donne, même sur les cours sur la santé, son livre fondamental, c'est Le normal et le pathologique. Tout est là, au puf. Hein? Donc, ce qu'on ne sait pas, c'est que Georges Canguilhem, qui est aussi un professeur universitaire, en plus de tout le reste, Georges Canguilhem a dirigé des thèses de doctorat durant les années 50, particulièrement, et parmi ses thésards, parmi ses étudiants, Canguilhem a eu Michel Foucault, Pierre Bourdieu et Fernand Dumont. Excusez du peu. Donc, et Canguilhem, c'est ce que je démontre dans un article que je ne citerai pas ici,
Canguilhem était un précurseur de la transdisciplinarité, faisait de la transdisciplinarité, mais sans jamais employer le terme. Sans jamais employer le mot. Il faut détecter dans ses écrits cette méthode transdisciplinaire qui est inhérente à toute sa réflexion, même quand il parle de l'actualité, d'autres phénomènes de société. Et donc, j'ai eu la chance d'avoir Fernand Dumont comme professeur pour ma thèse, et Fernand Dumont était à la fin de sa vie. Il avait connu Canguilhem, il avait fait sa thèse avec lui. Et cette inspiration-là transdisciplinaire m'a inspiré durant toute ma carrière, depuis le siècle dernier. Et donc, Dumont nous disait toujours, le professeur Dumont nous disait toujours, ne travaillez pas sur une discipline, ne vous enfermez pas dans un domaine particulier, mais prenez plutôt 2 ou 3 thèmes de recherche, de prédilection, et concentrez-vous sur ces thèmes-là. Alors, non seulement j'ai suivi son conseil, mais j'ai pris les mêmes thèmes de prédilection que lui, c'est-à-dire la culture, les idéologies et les identités. Alors, quand on parle de la culture, ben, est-ce que c'est de l'anthropologie? Est-ce que c'est de la sociologie? Est-ce que c'est des arts? Est-ce que ben, c'est tout ça, c'est transdisciplinaire. Les idéologies, si vous allez à la bibliothèque chercher les livres sur les idéologies, c'est en philosophie. On se ramène à Karl Marx qui parlait d'idéologie allemande, mais en fait, Marx, il y a eu beaucoup de successeurs, et puis l'idéologie, on en parle en sciences politiques, en sociologie, bien sûr, en économie et en philosophie. Alors, puisqu'on en parle dans plusieurs disciplines et dans des optiques très différentes, eh bien, c'est un concept transdisciplinaire par excellence. Donc, écoutez, on va juste 1 ou 2 réflexions pour conclure. Donc, et puis, évidemment, Edgar Morin aussi. Hein. Je voulais vous parler de l'intelligence artificielle, donc je vais simplement vous résumer un petit peu ce que je voulais vous dire. Donc, l'intelligence artificielle, quelques définitions. Bon, moi, je dis, l'intelligence artificielle, c'est une définition que j'ai forgée parce que, et puis elle est imparfaite, mais je suis rarement satisfait des définitions que je trouve ailleurs, mais je suis rarement satisfait de mes propres définitions aussi. Alors, l'intelligence artificielle permet à la machine donc d'opérer des tâches jusqu'alors réservées aux humains. L'ordinateur ne peut pas le faire. L'intelligence artificielle est plus performante que l'ordinateur conventionnel, oui, tout comme l'être humain, oui. L'intelligence artificielle est capable du meilleur comme du pire. On dit ça des médias, on dit ça du mariage, et puis on dit ça de bien des choses. Donc, oui, on peut faire beaucoup. Je vais maintenant la critiquer un peu. L'intelligence artificielle perfectionne les possibilités de l'ordinateur conventionnel, par exemple, en matière de reconnaissance visuelle, fabrication d'images virtuelles, de rédaction. L'intelligence artificielle fabrique aussi des illusions plausibles. D'autres diraient c'est de la désinformation. Et là, c'est l'aspect le plus condamnable. Pour mieux comprendre et mieux analyser cela, et puis je vais terminer là-dessus, je vais parler de Jacques Ellul, en fait, grand philosophe français, Jacques Ellul, qui était aussi un penseur transdisciplinaire, qui n'employait jamais le mot transdisciplinaire. C'est un grand philosophe et qui a écrit autant sur la propagande que sur le droit, que sur les faits sociaux, écrit des livres sur Marx, etc. Donc, il a écrit entre autres un livre qui fait 600 pages sur le bluff technologique. Et puis, Ellul disait toujours, quand je suis en face des technocrates, ils me disent toujours, mais vous ne connaissez pas notre dernier dispositif, ou vous ne connaissez pas l'usage de telle machine, de telle nouvelle machine. Et Ellul disait toujours, ça n'a aucune importance. La technique, la technologie fonctionne toujours de la même façon, c'est un bluff, c'est de la poudre aux yeux. Non pas que ça n'existe pas, non pas que ça ne sert à rien, mais à chaque fois, à chaque nouvelle génération, qu'il s'agisse de l'énergie nucléaire, qu'il s'agisse de l'ordinateur, c'est à chaque fois un mécanisme pour établir de nouveaux dispositifs de pouvoir. Et
Il y a le pouvoir des technocrates qui détiennent une expertise, qui ont le contrôle sur des machines, qui vont asservir les gens. Et puis, l'intelligence artificielle, les outils de détection ou les caméras qui vont suivre les individus. Eh bien, si vous vivez en Chine, là, on est du côté du pire. Si on essaie de retrouver des personnes disparues, eh bien là, on est du côté utile. Alors, je vais terminer là-dessus pour quelques défis créés par l'intelligence artificielle. On pourra en reparler. Conclusion, donc, l'intelligence artificielle est difficilement contrôlable. Elle peut devenir un instrument, un outil de propagande, un instrument de désinformation. La question éthique, je n'ai pas écrit, j'aurais dû l'écrire, une question éthique persiste. Qui pourra exercer le contrôle de ces machines-là? Est-ce qu'on crée un gouvernement mondial comme les Nations unies ou comme l'UNESCO, qui sont très limités du côté de l'arbitrage, hein, qui ne peuvent même pas empêcher qu'il y ait une guerre en Ukraine en ce moment? Et puis aussi, bien, il faut quand même se dire qu'il y a des joueurs qui sont mauvais joueurs dans toute cette équipe-là et qui ont quand même un droit de veto à l'ONU ou à des organismes comme ça. Donc, c'est toujours très difficile de déterminer qui a la légitimité d'établir des limites, etc. Donc, on pourra en reparler très longtemps, la petite bibliographie ici que je vous donne. Et puis, merci beaucoup d'avoir écouté. Merci de votre intervention, de votre invitation.